On dit souvent qu'il est normal d'être désagréable avec la personne qu'on aime. Mais Akatirou n'a jamais cru à cette théorie. Ses pensées envahissent son esprit, tandis qu'il entre dans le dortoir. Avant même d'atteindre sa chambre, un bruit assourdissant retentit à l'intérieur. Restant figé devant la porte, il tremble d'agacement et inspire profondément pour garder son calme. À l'intérieur se trouve Iroha, en train de chanter à tue-tête. Allongée confortablement, elle fredonne et hurle les paroles d'une chanson, ce qui ne fait qu'alimenter la frustration grandissante d'Akatirou. Puis il finit par craquer. Il entre brusquement dans sa chambre et arrache le câble d'alimentation de la prise, coupant la musique net. Iroha se retourne, totalement impassible, et le salue joyeusement avant de lui faire la leçon sur le fait qu'il est impoli d'entrer sans frapper dans la chambre de quelqu'un. Sa suffisance l'exaspère encore plus, puisque c'est sa chambre, et c'est elle la véritable intruse. Il lui demande de baisser le volume avant qu'elle ne dérange les autres résidents, en lui désignant ses écouteurs comme un avertissement. Au lieu d'obéir, Iroha le taquine avec malice, insinuant qu'il cherche à la toucher. Akatirou la remet aussitôt à sa place, lui répliquant froidement qu'il n'a aucun intérêt pour ses pitreries. Son bavardage incessant finit par le rendre malade. Puis Iroha l'accuse, sur un ton faussement dramatique, d'avoir voulu la surprendre en train de se changer, allant même jusqu'à plaisanter qu'elle pourrait appeler la police. En réalité, c'est Akatirou qui devrait appeler la police, puisqu'elle est entrée par effraction dans sa chambre. Il y pense un instant, mais comprend vite que personne ne le croirait face à elle. Iroha joue trop bien le rôle de la victime. Elle adore dominer Akatirou. À un moment, elle s'allonge même sur son lit, mettant volontairement sa poitrine en avant. Akatirou détourne immédiatement le regard lorsqu'il s'aperçoit qu'elle a caché la clé du dortoir entre ses seins. Certes, c'est lui qui lui avait donné la clé, mais cela ne signifie pas qu'elle puisse entrer quand bon lui semble. Elle pousse la provocation encore plus loin, insinuant que, s'il la chasse, il finira par fantasmer sur elle. Akatirou, à bout, attrape un vaporisateur et lui asperge le visage d'eau. Une nouvelle dispute éclate. Iroha prétend être comme sa petite sœur, sous prétexte qu'elle est la sœur de son amie. Mais Akatirou rejette totalement cette idée, la qualifiant d'étrangère. Elle continue malgré tout à appuyer là où ça fait mal, le taquinant à chaque occasion. Soudain, le téléphone d'Akatirou sonne. C'est son oncle. Il lance un regard noir à Iroha, la prévenant de ne pas faire de bêtises, car cet appel est crucial pour son avenir. Elle promet à contre-cœur de rester tranquille. Son oncle, Makoto, est le président de HPW, une grande entreprise de divertissement. Makoto l'appelle pour parler de la candidature audacieuse qu'Akatirou a envoyée à la société sans passer l'examen requis. Makoto n'est pas vraiment impressionné par l'audace de son neveu, mais puisque Akatirou est de sa famille, il accepte de lui donner une chance, à certaines conditions. Son ton devient soudain sérieux lorsqu'il lui demande s'il a une petite amie. La question prend Akatirou de court, et même Iroha en reste bouche bée. Presque aussitôt, les yeux d'Iroha s'illuminent d'une lueur malicieuse. Elle vient manifestement d'avoir une idée. Akatirou le remarque et la prévient d'arrêter immédiatement ce qu'elle mijote, mais elle l'ignore complètement. Au lieu de se calmer, elle s'approche et commence à faire des bruits étranges, juste assez forts pour que Makoto les entende à travers le téléphone. Pris de panique, Akatirou improvise et affirme qu'il s'agit simplement d'un chat qu'il a adopté. Malheureusement pour lui, lorsque Makoto lui pose des questions innocentes sur l'animal, il est incapable d'y répondre, rendant la situation encore plus suspecte. Iroha, ravi de le voir s'enfoncer, continue à le provoquer, le poussant à marmonner des insultes à voix basse, ce qui ne fait qu'embrouiller davantage son oncle. Désespéré de sauver la face, Akatirou finit par prétendre que le chat l'attaque, espérant rendre son mensonge crédible. Mais Makoto, qui commence à comprendre la situation, tire une conclusion hâtive. Akatirou a sûrement une petite amie. Pris de panique, Akatirou nie aussitôt et tente de repousser Iroha hors de portée. Heureusement, son oncle paraît satisfait d'apprendre qu'il est célibataire et lui promet de lui expliquer bientôt les détails concernant sa candidature. Après quelques échanges supplémentaires, la conversation s'achève enfin. Une fois l'appel terminé, Iroha s'étale sur le lit d'Akatirou, roulant dans les draps tout en se plaignant d'avoir soif. Soupirant, Akatirou lui dit d'aller se servir elle-même. Elle s'exécute gaiement, le laissant seul et profondément agacé. Le lendemain, durant 1 heure libre, Akatirou passe son temps à écrire dans son carnet,
méditant sur la vie, la mort et sa promesse de consacrer chaque minute à bâtir un avenir meilleur. Lorsque le cours suivant se termine, son meilleur ami Ozuma s'affale sur sa chaise, épuisé. Heureusement, Akateru a pris des notes pour lui, et Ozuma le remercie sincèrement. Pour le remercier, il l'invite à aller manger un peu de somemitsu après les cours. Akateru a toujours admiré la bonté naturelle d'Ozuma, mais ce dernier renvoie le compliment en lui assurant que c'est lui, Akateru, qui possède un véritable cœur pur. Même si Akateru soutient que tout ce qu'il fait est calculé, Ozuma voit bien qu'il agit toujours en pensant aux autres, y compris à lui et à sa sœur. Ozuma suppose avec nonchalance qu'Iroha s'est encore introduite chez Akateru. Quand ce dernier le confirme, Ozuma se met à plaisanter, insinuant qu'elle a peut-être un faible pour lui. Akateru, lui, rejette aussitôt cette idée, convaincu qu'Iroha cherche simplement à le provoquer. Ozuma réplique que ce comportement pourrait bien être sa manière à elle d'exprimer son affection, mais Akateru reste catégorique. Si elle l'aimait vraiment, elle n'aurait aucune raison de le tourmenter ainsi. Avant qu'ils ne puissent poursuivre leur discussion, leur professeur, une femme au tempérament de feu, entre dans la salle en les avertissant de ne pas gaspiller son temps. Aussitôt, Ozuma se redresse et le cours Dome Room commence. Une fois la classe terminée, un camarade accourt vers Akateru pour lui annoncer qu'une jolie élève de première année le cherche. En effet, Iroha se tient près de la porte, l'air faussement sage. Lorsqu'il la confronte, elle tente de paraître douce et posée, mais Akateru lui dit franchement d'arrêter sa comédie. Loin de se démonter, elle feint l'innocence et continue à jouer les filles modèles devant tout le monde, le faisant passer pour le méchant. Elle lui propose alors de rentrer ensemble, mais quand Akateru se tourne pour prendre ses affaires, elle ajoute d'une voix mielleuse qu'elle veut être seule avec lui, sans Ozuma. Surpris, Akateru réagit bruyamment. Iroha saisit aussitôt l'occasion et déclare d'un ton attendri qu'ils forment un couple. Toute la classe retient son souffle, y compris Akateru, complètement stupéfait. Mais Iroha ne s'arrête pas là. Elle pousse son jeu encore plus loin, versant de fausses larmes pour rendre la scène crédible, laissant Akateru totalement désarçonné. À ce moment-là, Ozuma arrive, intrigué par le tumulte. Iroha lui annonce sans la moindre hésitation qu'elle et Akateru sortent ensemble, ce qui ne fait qu'accroître la panique du garçon. Rouge de confusion, Akateru lui attrape la main et l'entraîne à l'extérieur pour une discussion sérieuse. Face à face, Iroha continue d'affirmer qu'ils sont bel et bien en couple malgré l'évidence contraire. Elle finit par révéler la raison de cette mise en scène, tout vient de l'appel téléphonique de la veille. Elle s'est dit qu'Akateru aurait besoin d'une petite amie pour impressionner son oncle. Avec un sourire suffisant, elle déclare qu'elle est bien au-dessus de son niveau, ce qui fait de lui le grand gagnant de cette histoire. Mais Akateru ne trouve rien de drôle à tout cela. D'un ton grave, il lui demande de ne plus interférer, expliquant que son avenir dépend de tout ça. Alors qu'il s'apprête à s'éloigner, Iroha le serre soudain dans ses bras par derrière. Elle le taquine en lui disant de faire attention à elle, que l'avenir n'a pas d'importance, seul le présent compte. Les larmes aux yeux, elle avoue qu'elle tient profondément à lui et qu'elle veut simplement qu'il reste proche pour toujours. Pendant un instant, Akateru reste figé, surpris par la sincérité apparente de ses mots. Son cœur se relâche, il commence presque à la croire. Mais Iroha éclate soudain de rire, dévoilant que tout cela n'était qu'une comédie. Elle se moque de lui pour avoir cru à sa déclaration et plaisante même sur le fait qu'elle rêvait de lui avouer ses sentiments de cette manière. Trop bouleversé pour répondre, Akateru sent la chaleur lui monter au visage. Voyant ses oreilles rougir, Iroha en conclut qu'il est gêné, ce qui la fait sourire encore plus. Ce petit sourire narquois est la goutte de trop. Furieux, Akateru explose et hurle qu'il ne croira plus jamais un mot qui sortira de sa bouche. Sous le coup de la colère, il se lance à sa poursuite dans l'escalier, mais Iroha s'échappe avant qu'il puisse l'attraper. Un peu plus tard, Akateru retrouve son oncle Makoto dans un café pour discuter de sa candidature à HP Dobuevio. Makoto lui apprend que quelqu'un d'autre se joindra à eux, mais souhaite d'abord parler seul avec lui. Il évoque alors le jeu qu'Akateru a déjà sorti. Le jeune homme précise que c'était un travail d'équipe composé de 5 membres, Ozuma en tant que programmeur et lui-même comme producteur et directeur. Avec 3 autres amis, ils ont fondé un groupe baptisé Fifth Floor Alliance. Akateru reconnaît humblement que le succès du jeu n'aurait jamais été possible sans son équipe.
Makoto, impressionné, remarque que le milieu parle déjà de cette ascension fulgurante et admet qu'il n'aurait jamais pu accomplir autant à leur âge. Il félicite Akateru, soulignant qu'il mérite toute la reconnaissance qu'il reçoit. Avant d'entrer dans les détails, Makoto l'encourage à commander quelque chose. Pensant que la personne qui doit les rejoindre est peut-être un manager ou un représentant, Akateru prépare sa proposition, bien décidé à faire bonne impression. Pendant que Makoto passe commande, il se met à flirter sans gêne avec la serveuse, allant jusqu'à l'inviter à dîner, alors qu'elle travaille encore. Akateru, choqué par l'audace de son oncle, le réprimande aussitôt, mais Makoto, sûr de lui, affirme qu'il sait comment laisser une impression durable sur les femmes, et à voir la mine troublée de la serveuse, il semble avoir raison. Rougissant d'embarras, Akateru se lève précipitamment pour aller aux toilettes et reprendre ses esprits. Les yeux fermés, il tente d'effacer l'image de la scène précédente, ce qui lui fait ignorer le panneau indiquant que la serrure est cassée. Sans réfléchir, il ouvre la porte et tombe nez à nez avec Mashiro, assise sur les toilettes. Avant même qu'il puisse réagir, elle se redresse et lui assène un coup de poing, le visage écarlate de... Pendant ce temps, au bureau d'Akateru, Hiroa s'ennuie terriblement sans lui. N'ayant personne à taquiner, la journée lui semble interminable. Otoei, intrigué, lui demande quelle est vraiment la nature de sa relation avec Akateru. Mais Hiroa répond sèchement qu'il n'y a rien entre eux, le ton un peu plus sec qu'elle ne le voudrait. De retour au café, Akateru découvre avec stupeur que la personne que son oncle a invitée n'est autre que Mashiro. Elle est sa cousine, la fille de Makoto, et ils jouaient ensemble lorsqu'ils étaient enfants. Mais en la voyant maintenant, Akateru comprend pourquoi il ne l'avait pas reconnue. Elle a tellement changé qu'elle lui semble presque une étrangère. Makoto finit alors par révéler la raison de cette rencontre. Il veut qu'Akateru fasse semblant d'être le petit ami de Mashiro. En échange, il promet de soutenir sa candidature à HP Bavio. Sous le choc, Akateru reste bouche bée, croyant d'abord à une mauvaise plaisanterie. Mashiro, outré, trouve l'idée complètement absurde, mais Makoto, lui, est on ne peut plus sérieux. Il explique qu'il s'inquiète de l'avoir passé d'un lycée réservé aux filles à une école mixte et qu'il préfère qu'un garçon de confiance veille sur elle. Malgré cette justification, Mashiro rejette fermement le plan. Akateru, curieux, demande alors pourquoi elle doit changer d'établissement, mais Mashiro refuse d'en dire un mot. Makoto, embarrassé, choisit de ne pas tout révéler non plus. Il se contente de préciser que Mashiro a très peu fréquenté le lycée et qu'elle est restée recluse pendant un certain temps. Contre toute attente, Akateru ne cherche pas à en savoir plus. Ce simple détail lui suffit pour comprendre la situation, et il respecte son silence. Mais comme la proposition de Makoto est liée à l'embauche de son équipe chez HP Bavio, Akateru finit par accepter l'accord. Mashiro, à contre-cœur, accepte elle aussi, à condition que leur relation reste entièrement factice. Le marché conclu, Akateru lui tend la main pour sceller l'accord. Mais Mashiro, encore vexé par leur rencontre embarrassante aux toilettes, refuse sèchement de la serrer. Makoto, amusé, les observe avec un sourire satisfait, persuadé qu'ils finiront par bien s'entendre, ce que ni Mashiro ni Akateru ne semblent croire une seconde. Avant de partir, Makoto rappelle tout de même à Akateru qu'en tant que faux petit ami, toute approche romantique réelle est formellement interdite. Akateru n'y voit pas d'inconvénient, convaincu que Mashiro le déteste de toute façon. En y repensant, il ne comprend toujours pas pourquoi certains disent que lorsqu'une fille se montre agressive, c'est parce qu'elle est amoureuse. Dans son cas, il est entouré de filles agressives. Et aucune ne lui... Le lendemain, Akiteru est accueillie par Hiroha, qui sent immédiatement que quelque chose ne va pas. Elle essaie de le faire parler, devinant que son humeur a un rapport avec la réunion. Il refuse de lui dire quoi que ce soit, mais elle reste insistante et le suit. Aucun d'eux ne remarque Tsumur en train de guider Mashiro. Une fois les cours commencés, Mashiro est invitée à se présenter devant la classe d'Akiteru. Sous l'effet du stress, elle laisse échapper qu'elle sort aussi avec Akiteru. La classe explose en chuchotements, se demandant pourquoi une fille comme elle gaspillerait sa beauté avec un garçon sans importance comme lui. Suzuki, l'un des garçons, demande comment ils se sont rencontrés, et Mashiro dit par erreur qu'ils se sont rencontrés aux toilettes. Akiteru panique intérieurement, réalisant à quel point cela le fait mal paraître. Quand Mashiro s'assoit à côté de lui, il essaie d'être amical, mais elle devient aussitôt glaciale, lui rappelant qu'elle ne lui a pas encore pardonné.
Akiteru tente de raisonner avec elle, disant qu'ils doivent tous deux faire semblant d'être proches si leur histoire doit sembler crédible. Mashiro n'est pas d'accord, insistant sur le fait que tant que leurs versions concordent, il n'est pas nécessaire qu'ils soient proches. Ozuma tapote l'épaule d'Akiteru, lui demandant pourquoi il n'a jamais mentionné qu'il avait une petite amie. Akiteru s'excuse d'avoir gardé le secret, mais laisse entendre que lui et Mashiro ne sortent pas vraiment ensemble. Pendant le déjeuner, Akiteru explique en détail sa situation avec Mashiro. Ozuma le taquine, disant que sa vie ressemble à une comédie romantique. Akiteru rétorque qu'Ozuma ferait un meilleur protagoniste, vu sa personnalité et le fait qu'il est une petite sœur, même si la personnalité d'Iroha ne correspond pas vraiment au stéréotype. Ozuma répond que c'est justement parce qu'Iroha aime déjà Akiteru. Akiteru nie catégoriquement cette idée, mais Ozuma se contente de sourire avant de s'excuser pour aller acheter son repas. Suzuki s'approche d'Akiteru et lui demande comment il a réussi à avoir une petite amie alors que tout le monde pensait qu'il sortait déjà avec Iroha. Sentant le regard glacial de Mashiro, Akiteru précise rapidement qu'Iroha est la petite sœur d'Ozuma, puis détourne la conversation vers le béguin de Suzuki pour leur professeur, dont la rumeur dit qu'elle aime les hommes mûrs. En entendant cela, Suzuki se met en colère et sort précipitamment de la salle de classe. Akiteru, toujours sous le regard froid de Mashiro, soupire et lui demande si elle a un problème. Mashiro exige qu'Akiteru lui apporte des boulettes de riz garnies de fruits de mer, déclarant que puisqu'ils sortent ensemble, c'est son devoir de la servir. Elle menace même que s'il refuse, elle mettra fin à leur fausse relation. À contre-cœur, Akiteru obéit et revient avec 2 boulettes de riz et une boisson pour elle. Il s'assoit à nouveau et mange tranquillement un morceau de pain qu'il a acheté pour lui-même. Il se demande brièvement si Mashiro pourrait être jalouse après avoir entendu sa conversation à propos d'Iroha, mais il chasse aussitôt cette idée de son esprit, puisque Mashiro le déteste clairement. Les cours reprennent lorsque Sumire s'avance devant la classe pour demander aux élèves s'ils ont tous terminé leurs devoirs. Un garçon lève la main et admet qu'il a oublié, ce qui provoque la colère de Sumire. Elle se lance dans un sermon sur la responsabilité, les avertissant que sans discipline, ils ne sont rien d'autre que des vauriens. L'élève tente de se justifier, mais Sumire le coupe net, même si elle finit par lui accorder une seconde chance à condition qu'il promette de faire mieux. Akiteru jette un coup d'œil à Mashiro et remarque à quel point elle observe Sumire avec attention. Il note que Sumire n'est peut-être pas la professeure principale idéale pour une élève transférée. À la fin du cours, Sumire s'arrête près de la porte pour interpeller Akiteru. Elle lui ordonne de la rejoindre dans la salle de conseil afin de discuter d'un devoir. Akiteru accepte calmement, mais dès que Sumire quitte la pièce, plusieurs garçons s'approchent de lui, inquiets, se demandant comment il peut rester aussi impassible alors que tout le monde sait à quel point elle est terrifiante. Il répond simplement qu'elle ne va pas le tuer, puis se dirige vers la salle de conseil. Lorsqu'il arrive, on lui fait signe d'entrer et il est aussitôt accueilli par la vue d'une véritable salle de torture. Il s'assoit au centre et presque instantanément, le comportement de Sumire change complètement. Elle s'incline jusqu'au sol, lui demandant nerveusement pardon. L'attitude d'Akiteru change-t-elle aussi? Il paraît soudain bien plus confiant qu'auparavant. Sumire balbutie des excuses, expliquant qu'elle est débordée par les préparations de cours et ses tâches d'enseignante. Akiteru sort son téléphone et lui montre les notifications qu'il a reçues concernant son activité en ligne, révélant qu'elle passait son temps à faire autre chose au lieu de travailler. L'identité d'enseignante de Sumire est Shibuku Murasaki. En classe, elle est crainte comme une reine stricte et venimeuse. Mais pour Akiteru et le reste de l'Alliance de la 5e Avenue, elle n'est que Sumire, leur illustratrice qui a toujours du mal à respecter ses délais. Akiteru lui rappelle les paroles dures qu'elle a prononcées plus tôt en classe, ce qui blesse visiblement son orgueil. Elle explique que sa personnalité sévère de professeur n'est pas qui elle est réellement, puisque ce n'est qu'un rôle qu'elle joue devant ses élèves. Soupirant, Akiteru décide de changer de sujet et lui demande où elle en est dans son travail. Sumire devient nerveuse et lui montre sa tablette, révélant une page complètement blanche. Agacée, Akiteru tente de la jeter dans l'une des machines de torture, puis tire sur sa queue de cheval pendant qu'elle essaie de se débattre. Sumire insiste sur le fait qu'elle souffre d'un blocage artistique. Relâchant ses cheveux, Akiteru soupire et lui dit qu'elle aurait dû venir le voir si elle avait des difficultés.
Sumire proteste, affirmant que cela ruinerait son image de professeur cool. Clairement à bout de patience, Akiteru appuie sur quelques points de pression sur son épaule, frustré. Lorsqu'il la relâche, il marmonne qu'il n'aurait jamais imaginé que Sumire puisse être aussi désespérante. Il se remémore alors la première fois qu'ils se sont rencontrés. Il recherchait des illustrateurs potentiels lors d'une convention de manga, mais n'avait trouvé personne. Alors qu'il s'apprêtait à abandonner, il remarqua une bande dessinée décrivant une romance interdite. Le dessin était si détaillé qu'il attira immédiatement son attention. Lorsqu'il s'approcha de l'artiste pour lui demander de rejoindre son projet, elle se retourna, et à sa grande surprise, il réalisa qu'il s'agissait de sa professeure principale. C'est à ce moment-là qu'Akiteru décida d'utiliser ce qu'il savait de son secret pour la contraindre à travailler pour lui. Sumire souhaite encore aujourd'hui que leur rencontre se soit passée autrement, car elle a donné à Akiteru le moyen de contrôler sa réputation de professeur fiable. Akiteru lui dit que c'est de sa faute et que maintenant qu'elle fait partie de son équipe, elle ferait mieux de commencer à préparer des esquisses pour le jeu. Sumire gémit qu'elle ne peut toujours pas dessiner à cause de son blocage artistique. Akiteru lui suggère de simplement dormir un peu, mais Sumire comprend mal et s'exclame qu'elle n'aime pas les garçons de 15 ans et plus. Akiteru la réprimande pour avoir même pensé à ça et lui dit de manger quelque chose pour faire circuler son sang afin qu'elle puisse se concentrer sur son travail. Il lui accorde également une demi-journée de délai supplémentaire, ce qui améliore aussitôt son humeur. Avant qu'il ne parte, Sumire lui demande quelle est sa véritable relation avec Mashiro. Akiteru admet qu'il s'agit d'une fausse relation qu'il a acceptée afin de les aider à obtenir le soutien de l'entreprise de son oncle. Sumire révèle alors que l'école a reçu des instructions spéciales sur la manière de gérer le cas de Mashiro. Akiteru devine immédiatement que c'est parce qu'elle est une shounen. Akiteru admet que c'est tout ce qu'il sait, alors Sumire lui explique que Mashiro a été victime d'intimidation dans son ancienne école. Certains de ses camarades avaient découvert un secret qu'elle cachait et s'en servaient pour avoir du pouvoir sur elle. Sumire reconnaît qu'elle ne sait pas quel est ce secret, mais elle demande à Akiteru de faire en sorte que la vie scolaire de Mashiro soit la plus agréable possible. Elle dit vouloir que Mashiro profite sincèrement de son séjour ici, et elle est convaincue qu'Akiteru en est capable. Akiteru ignore les compliments, mais Sumire insiste pour qu'il les accepte, lui rappelant qu'elle et Ozuma lui aussi sont reconnaissants pour l'impact qu'il a eu sur leur vie. D'un ton sec, Akiteru lui répond que les flatteries ne lui feront pas gagner une nouvelle prolongation de délai. Après cela, Akiteru retourne en classe et demande à Mashiro si elle voudrait rentrer avec lui. Mashiro, cependant, lui dit froidement de rester loin d'elle. Les chuchotements se propagent rapidement. Certains plaisantent en disant que Mashiro doit être une tsundere et que tous deux agissent comme un couple marié. En entendant ces commentaires, Mashiro devient rouge de gêne et s'enfuit précipitamment de la salle. Akiteru la regarde partir, se demandant pourquoi elle agit toujours avec autant de froideur envers lui. Remarquant son expression, Ozuma commente qu'il ne pense pas que Mashiro soit une mauvaise personne. Akiteru est d'accord, mais ajoute qu'elle devrait au moins le laisser s'approcher suffisamment pour pouvoir la protéger. Il lui demande conseil, mais Ozuma admet qu'Akiteru est dans une situation difficile, puisque Mashiro a déjà une mauvaise opinion de lui. Seul dans le hall des casiers à chaussures, Akiteru sent soudain une paire de bras s'enrouler fermement autour de lui par derrière. Une voix familière et agaçante se fait entendre, et il la reconnaît immédiatement. C'est Iroha. Il lui demande de descendre, mais elle insiste sur le fait qu'elle ne fait que lui témoigner de la gentillesse en lui tenant compagnie. Se pressant davantage contre lui, Iroha le taquine. Si elle le lâche vraiment, la douceur qu'il ressent disparaîtra. C'est alors seulement qu'Akiteru réalise que sa poitrine est appuyée contre son dos. Pour aggraver les choses, Akiteru se rend compte que quelque chose cloche, et Iroha confirme aussitôt son soupçon. Elle admet qu'elle ne porte pas de sous-vêtements. Elle explique qu'elle a récemment un peu grandi et que ses sous-vêtements sont devenus trop serrés. Même son uniforme scolaire est devenu si ajusté que certains boutons ont sauté, ce qui signifie que si elle s'écarte maintenant, elle risque de se retrouver exposée. Akiteru a du mal à la croire, mais la petite chance qu'elle dise vrai l'empêche de la repousser. Si elle ment, il aura juste l'air idiot. Mais si elle dit la vérité, la repousser pourrait provoquer un désastre. Non seulement pour son amitié avec Ozuma, mais aussi pour le partenariat de leur groupe avec l'entreprise de son oncle. Après tout, si quelqu'un les voit dans cette position, on pensera qu'ils trompent Mashiro avec Iroha. Décidant de limiter les dégâts,
Akiteru passe rapidement ses bras sous les jambes d'Iroha et la hisse sur son dos, comme pour lui donner un tour de cheval. Iroha panique tandis qu'Akiteru la taquine, essayant de lui faire admettre qu'elle mentait, mais elle refuse obstinément. Akiteru s'élance hors de l'école, prenant un chemin latéral pour éviter d'être vue. Iroha, toute troublée par cette course soudaine, finit par crier qu'elle se rend, ce qui pousse Akiteru à enfin s'arrêter. Il ne la repose pas immédiatement, la forçant à s'excuser d'avoir menti, juste pour la taquiner. Lorsqu'il finit enfin par la déposer, il la réprimande pour son comportement, avant de réaliser qu'elle disait en partie la vérité à propos du fait de ne pas porter de sous-vêtements. Ils rentrent finalement ensemble et Akiteru lui demande si elle a des conseils pour se lier d'amitié avec une fille difficile. Iroha pâlit, pensant qu'il a enfin un béguin, mais Akiteru la corrige rapidement et lui explique la situation avec Mashiro. Il précise que ses efforts sont surtout pour son propre intérêt, mais Iroha insiste. Au fond, il veut sincèrement être ami avec Mashiro. Avec un grand sourire, elle lui dit de lui laisser faire et qu'elle va lui apprendre comment conquérir Mashiro. Le lendemain, Akiteru arrive à l'école en portant un collier pour chien et propose de porter le sac de Mashiro. À l'heure du déjeuner, il lui sert un repas chaud. Après les cours, il lui propose même de la porter sur son dos. Toutes ces pitreries n'ont pour effet que d'irriter Mashiro. Elle attrape sa laisse et le traîne jusqu'à l'escalier pour exiger une explication. Pensant qu'il s'agit d'une blague, elle reste bouche bée quand Akiteru admet qu'il se sent lui aussi ridicule, puisque c'est exactement le genre de plan dans lequel Iroha l'entraîne souvent. Il reconnaît qu'il savait probablement que cela ne marcherait pas, ce qui ne fait qu'agacer davantage Mashiro. Elle se demande à voix haute s'il la déteste à ce point. Avant qu'Akiteru ne puisse répondre, Iroha apparaît et les taquine, disant qu'ils sont vraiment un petit couple amoureux. Mashiro demande qui elle est, et Iroha déclare joyeusement qu'elle est la cervelle derrière toute cette histoire. En observant leur complicité, Mashiro ne peut s'empêcher de remarquer à quel point ils semblent proches. Soudainement, Mashiro annonce qu'elle s'en va et leur ordonne sèchement d'arrêter de la déranger. Plus tard, alors qu'Akiteru et Iroha rentrent chez eux, ils sont stupéfaits de découvrir Mashiro dans leur immeuble. Mashiro les accuse de la suivre, mais ils s'empressent d'expliquer qu'ils vivent simplement dans le même bâtiment. Iroha ajoute gaiement qu'elle est la sœur spirituelle d'Akiteru, puisque son frère est son meilleur ami. Mashiro comprend de travers et pense qu'ils vivent tous ensemble, ce qu'Akiteru se hâte de clarifier. Ils habitent simplement tous au même étage. Sumire vit juste à côté d'Ozuma, et Iroha a son propre appartement. À la mention de Sumire, Mashiro s'emporte soudainement, disant qu'elle déteste le fait qu'ils vivent tous si près les uns des autres, avant de claquer violemment la porte. Akiteru convoqua une réunion avec son groupe dans sa chambre. Il leur annonça qu'il souhaitait organiser une fête de bienvenue pour Mashiro afin de célébrer son emménagement dans leur immeuble. La date était déjà fixée, vendredi à 20h. Iroha, un peu hésitante, exprima son inquiétude en disant que Mashiro ne viendrait peut-être pas. Akiteru lui répondit avec un sourire confiant, affirmant qu'il suffisait de l'ennuyer un peu pour la faire venir et qu'il avait déjà un plan en tête. Avant d'en arriver là, l'Alliance du 5e étage profita d'une petite fête à eux pour fêter la fin d'un projet et la remise du travail dans les temps. Sumire, ce soir-là, but plus que d'habitude, ce qui poussa Akiteru à la réprimander, rappelant qu'elle était toujours celle qui rendait ses tâches en retard. Il remarqua aussi qu'Iroha semblait étrangement calme et polie. Celle-ci expliqua qu'elle se sentait un peu à part puisqu'elle ne faisait pas officiellement partie de leur équipe, mais qu'elle était reconnaissante d'avoir été invitée à la célébration. Akiteru la regarda d'un air troublé. Quand Iroha se montrait polie, cela le déstabilisait, car elle était d'ordinaire si imprévisible. Ozuma, de son côté, complimenta la cuisine d'Akiteru, en particulier le rôti de bœuf qu'il avait préparé. Akiteru, flatté, lui rendit le compliment en soulignant les talents techniques d'Ozuma. Grâce à sa configuration ingénieuse, leur fichier s'était téléchargé bien plus vite, leur permettant ainsi de respecter la date limite. Ozuma, humble, répondit qu'il ne se trouvait pas spécialement doué et qu'il ne faisait que des choses simples. Il admit ensuite que s'il pouvait mettre ses compétences à profit, c'était uniquement parce qu'Akiteru lui en avait donné l'occasion. À ses yeux, le véritable talentueux, c'était lui. Iroha, attendri, observa les deux hommes échanger avec un sourire. C'est alors qu'Ozuma remarqua soudain l'absence de Namako. Akiteru expliqua que Namako n'avait pas pu venir à cause d'une échéance personnelle. Namako était leur scénariste.
Akiteru avait d'abord pris contact avec elle par le biais d'une lettre de fan, l'invitant à participer à leur projet de jeu vidéo, et il avait été complètement stupéfait lorsqu'elle avait répondu favorablement. Ils ne s'étaient pas encore rencontrés en personne, mais d'après leur conversation en ligne, Namako semblait professionnelle, fiable et agréable à parler. Bien différente d'une certaine adulte qu'Akiteru connaissait. Sumire, comprenant qu'il parlait d'elle, protesta d'une voix éméchée. Akiteru l'ignora, précisant qu'il ne parlait que de Namako. Voyant à quel point Sumire était ivre, il demanda ce qu'elle avait bu, et Hiroa lui montra la bouteille avec laquelle Sumire avait préparé ses mélanges. Sumire s'exclama soudain qu'elle se sentait merveilleusement bien et se jeta sur Akiteru pour l'enlacer, ce qui l'évita de justesse. Pour détourner l'attention, Akiteru changea rapidement de sujet et rappela tout le monde à l'ordre afin de discuter des préparatifs de la fête surprise de Mashiro. 6 jours avant la fête, Akiteru fit sa première tentative pour inviter Mashiro, en sonnant sans relâche à sa... Lorsque Mashiro ouvre enfin la porte, elle est accueillie par le large sourire enthousiaste d'Akiteru, qui commence à lui parler de la prochaine fête. Avant qu'il ait le temps de finir, Mashiro lui claque la porte au nez. Le dimanche, il essaie à nouveau, mais constate que la sonnette ne fonctionne pas. Imperturbable, il décide de remplir sa boîte aux lettres d'invitation. 4 jours avant la fête, pendant les cours, Akiteru envoie à Mashiro un mot disant qu'il veut lui parler. Ils échangent des messages, Mashiro demandant si ce qu'il a fait la veille peut être considéré comme du harcèlement. Akiteru nie rapidement, insistant sur le fait qu'il voulait simplement l'inviter à un dîner. Mashiro n'est pas convaincu, soulignant que sa boîte aux lettres débordait d'invitations, donnant l'impression d'une poubelle. Lorsqu'il demande son identifiant L-I-M-E, elle refuse immédiatement. Décidant de faire une pause, Akiteru promet d'essayer à nouveau le lendemain. Malheureusement, Mashiro l'ignore complètement. Le mercredi, Akiteru la rattrape alors qu'elle sort de l'ascenseur pour lui rappeler la fête, mais elle l'insulte en le traitant de stalker. Le lendemain à l'école, il insiste encore, et Mashiro le réprimande pour l'avoir fait en public. Après les cours, Akiteru et Hiroa vont faire des courses pour la fête. En parcourant les allées, Hiroa est distraite par un stand offrant des échantillons gratuits de saucisses fourrées au fromage fondu. Elle encourage Akiteru à en goûter une, mais il est gêné et refuse. La vendeuse les prend pour un couple et insiste pour qu'il en prenne une pour sa petite amie. Quand il refuse encore, elle lui dit que sa petite amie a l'air triste. Ne voulant pas être embarrassé devant Hiroa, Akiteru accepte à contre-cœur. Alors qu'il tend la main pour attraper la saucisse, Hiroa la retire en le taquinant. S'il la veut vraiment, il doit supplier. Comprenant qu'elle cherche juste à l'embarrasser, Akiteru décide de jouer le jeu. Lorsque Hiroa propose de lui donner la saucisse à manger, il promet silencieusement de se venger plus tard. Il mange la saucisse et admet qu'elle est délicieuse, tandis que la vendeuse les observe avec tendresse. En se déplaçant dans une autre allée, Akiteru demande à Hiroa comment elle peut dire « je t'aime » aussi facilement aux gens. Elle répond que c'est simple quand on tient sincèrement à eux. Akiteru la compare silencieusement à Mashiro, qui a du mal à exprimer ses sentiments. Hiroa demande si Akiteru a réussi à convaincre Mashiro d'accepter l'invitation. Akiteru avoue qu'il est un peu perdu sur la marche à suivre. Alors qu'Hiroa tend la main pour attraper une boîte de sauce tomate sur l'étagère, elle prend une gorgée de là. Elle tente de l'attraper tout en lui disant que peut-être il n'essaie tout simplement pas assez. Elle lui fait remarquer que lorsqu'Akiteru veut vraiment quelque chose, il est habituellement persistant. Après tout, il a réussi à convaincre Ozuma et Sumire de s'allier à HPBWE. Akiteru répond que c'était une démarche nécessaire pour leur studio s'ils voulaient obtenir un soutien plus important. Hiroa ajoute qu'Akiteru a le don de comprendre ce que les gens désirent vraiment et de les persuader d'essayer des choses qu'ils n'auraient normalement pas osées. Akiteru explique que c'est uniquement parce qu'il voyait Ozuma et Sumire gaspiller leur talent qu'il voulait qu'ils mettent leurs compétences au service de quelque chose de significatif. Hiroa sourit devant sa justification et lui dit que son vrai talent réside dans sa capacité à aider les gens à combler le fossé entre leurs envies et leurs rêves. Elle parvient enfin à attraper le coulis de tomates, mais perd l'équilibre et manque de tomber. Heureusement, Akiteru la rattrape. Soulagée, Hiroa lui sourit et remarque qu'un autre de ses bons points est de s'assurer que leur groupe ne tienne pas leur liberté pour acquise. Elle ajoute que c'est probablement pour cela qu'Ozuma lui fait autant confiance.
Akiteru la remercie pour ses paroles aimables et se sent déterminée à convaincre Mashiro de venir à la fête. Pendant ce temps, chez Mashiro, elle se répète qu'il est impossible qu'Akiteru parvienne à la faire venir. Le jour de la fête, Akiteru ne trouve aucune occasion de l'approcher pendant les cours. À la place, il vérifie avec Ozuma que tout est prêt. Ozuma confirme et, en plaisantant, lui dit qu'il lui en doit une pour avoir tout organisé en moins d'1 semaine. Confiant, il quitte la salle et Akiteru annonce que leur plan pour faire venir Mashiro à la fête commence maintenant. Il la rattrape aux casiers à chaussures où Mashiro lui dit immédiatement d'arrêter d'essayer de l'inviter. Akiteru s'excuse et promet de ne plus user de ruse. Pourtant, Mashiro ne semble pas convaincue. Elle insiste sur le fait qu'il veut seulement marcher avec elle jusqu'à chez elle, puisqu'ils habitent dans le même immeuble. Mais quand il la regarde, Mashiro s'élance déjà en courant pour lui échapper. Akiteru se demande à quel point elle le déteste vraiment. Même ainsi, le plan dépend qu'ils rentrent ensemble, alors il accélère le pas pour suivre. Mashiro le remarque et commence à courir encore plus vite, exigeant de savoir ce qu'il compte faire pendant qu'Akiteru la poursuit. Akiteru feint l'ignorance, affirmant qu'il court simplement parce qu'il en a envie. Mashiro, consciente qu'il ment, change brusquement de direction. Finalement, Mashiro s'arrête au bord d'une rivière, complètement essoufflée. Elle lui crie d'arrêter de s'inquiéter pour elle, insistant sur le fait qu'elle ne correspond pas aux groupes établis. Elle lui dit de profiter de sa propre vie sans la traîner avec lui. Akiteru fronce les sourcils et demande où elle compte aller si elle refuse de se faire des amis. Il exige de savoir quel est le but de changer d'école si elle n'a jamais l'intention de se connecter aux autres. Il s'excuse pour l'incident dans les toilettes et ajoute que ça ne pose pas de problème si elle le déteste encore, mais qu'elle devrait au moins essayer de... Mashiro se retourne pour répliquer, mais glisse. Akiteru se précipite pour la rattraper et tous deux tombent dans la rivière. Trempée jusqu'aux os, Akiteru essaie de ne pas la regarder, ses vêtements collant à son corps. Embarrassée, elle tente de se relever, mais trébuche de nouveau. Akiteru la rattrape, la serrant contre lui pour la stabiliser. Une fois de retour sur la rive, Akiteru taquine en disant qu'ils ont maintenant tous les deux l'air de rats noyés, comme un couple crédible. Mashiro rit réellement pour la première fois, admettant que c'est le pire look de couple imaginable. Sentant son humeur plus légère, Akiteru continue de plaisanter, disant que peut-être que c'est la manière d'un dieu de bénir leur fausse relation. Mashiro réplique sèchement qu'un tel dieu mérite de mourir, et Akiteru lui répond que si elle continue de prier, peut-être qu'elle commencera à mieux se sentir. Elle admet qu'aucune prière ne fera soudainement en sorte que les gens qui la détestent commencent à l'aimer. Curieux, Akiteru lui demande pourquoi elle est si têtue alors qu'il essaie de s'entendre avec elle. Mashiro laisse échapper que c'est à cause du pacte qu'il a conclu avec son père, mais se reprend rapidement, disant qu'elle sait que ce n'est pas sa faute. Elle ajoute qu'elle espère sincèrement qu'il ne la déteste pas. Akiteru la rassure. Personne ne la déteste réellement. Mashiro hésite, puis confie qu'elle a peur de ne pas correspondre et d'être ignorée. Voyant qu'elle est sur le point de se rabaisser de nouveau, Akiteru lui dit doucement qu'il n'y a rien de mal à ressentir cela. Il admet qu'il n'est pas exactement quelqu'un qui se fait remarquer non plus. Souvent, il passe inaperçu parce qu'il n'a pas de compétences remarquables. Akiteru affirme qu'il est juste une personne ordinaire avec un ensemble de compétences ordinaires. Son commentaire pousse Mashiro à protester, insistant sur le fait qu'il n'est pas du tout ordinaire puisqu'il est le leader de l'alliance du 5e étage. Akiteru la regarde, surpris, se demandant comment elle connaît son groupe. Mashiro couvre rapidement l'information en disant que son père parle souvent du jeu qu'il a développé, puisqu'il a rapporté beaucoup d'argent. Akiteru la corrige, précisant que tous les gains sont simplement réinjectés dans les coûts de développement du jeu. Mashiro remarque alors qu'il pourrait facilement être l'élève le plus populaire de leur classe. Mais Akiteru révèle que personne ne sait réellement que lui et les autres sont derrière ce jeu à succès. Elle est surprise et demande s'il a peur d'être ridiculisé. Akiteru répond qu'il veut juste rester humble face à leur succès et ne pas laisser l'attention gonfler son ego. En l'écoutant, Mashiro sourit et l'appelle affectueusement. Eventually, they return to their apartment building. Mashiro still refuses to attend the party, though she admits she's thankful for the invitation. As she walks toward her door, Akiteru asks if she can start treating him normally next week. She agrees but pauses when she notices her door is unlocked. They begin to think that someone might have broken in. Akiteru steps in front of her, offering to go inside first to make sure it's safe. Slowly, they enter the apartment together. Just as they're about to reach the main room, Akiteru mutters something strange under his breath,
then pushes Mashiro gently forward as he swings the door open. Mashiro is greeted by a loud pop of confetti and cheers from the other residents of the 5th floor. Completely bewildered, Mashiro demands to know why everyone is inside her apartment. Akiteru sheepishly explains that this is actually his place. They'd put up a divider to make it look like his unit was the last one in the hall, so she'd think it was hers. Mashiro frowns and asks why they went so far when she doesn't even consider them her friends. Iroha chimes in that none of the tenants are really friends except Akiteru and Ozuma, though she adds she'd rather they were a couple. Sumire immediately jumps on the idea, imagining an entire romantic scenario between them, earning her a hit from Akiteru. Iroha continues, explaining that since they all live on the same floor, they naturally started doing things together. Mashiro guesses she means the game, surprising Iroha that she knows about it. Iroha clarifies that she isn't actually part of the team. Akiteru adds that it's fine if Mashiro doesn't think of them as her friends, she could just think of them as her fake boyfriend's friends for now. He mentions that there's one more member, Namako, who isn't present but is still an invaluable part of their group. Mashiro smiles at being included and finally decides to join the party. After the party, Iroha bursts into Akiteru's room and tries to hug him, but he immediately dodges. Getting serious, she praises him for successfully inviting Mashiro and tells him he's a really kind person. Iroha then thanks Akiteru for letting her be part of their group, without revealing that she's actually the voice actor for the 5th Floor Alliance's game. Plus tard, Iroha et Akiteru se tiennent sur le balcon de leur appartement pour respirer un peu d'air frais. Iroha profite du moment et, pour la première fois, agit avec un air de calme maîtrisé. Elle remercie Akiteru de lui avoir donné l'occasion de prêter sa voix au personnage de son jeu. On apprend alors qu'Akiteru a rencontré Ozuma lorsqu'ils étaient encore au collège. Ozuma était connu pour être un garçon étrange, passant la plupart de son temps enfermé dans le laboratoire de sciences. Certains élèves allaient même jusqu'à penser qu'il y menait des expériences inhumaines. Mais Akiteru fut le seul à s'intéresser à lui et décida d'explorer de plus près les talents singuliers d'Ozuma. Quelque temps plus tard, Akiteru croise Ozuma dans le couloir de l'immeuble. Pendant qu'ils discutent, une jeune fille timide les rejoint. C'est Iroha, la sœur d'Ozuma. C'est ainsi qu'Akiteru la rencontre pour la première fois. Elle le remercie doucement d'avoir aidé son frère à l'école. À cette époque, elle était une fille douce, polie, sans rien d'irritant dans son comportement. En classe, Akiteru exprime sa surprise d'apprendre qu'Ozuma a une sœur, ce qu'il ignorait complètement. Mais alors qu'ils discutent encore, une élève bien connue pour sa réputation de délinquante, Otoi, s'approche d'eux d'un air désinvolte. Sans détour, elle leur demande de la rejoindre derrière le gymnase. N'ayant pas vraiment le choix, Akiteru et Ozuma la suivent pour savoir ce qu'elle veut. Derrière le bâtiment, Otoi leur tend des bonbons, un geste en soi interdit par le règlement de l'école, mais elle se moque bien des règles. Les deux garçons acceptent les sucreries, un peu mal à l'aise. Akiteru finit par lui demander pourquoi elle les a convoqués ici. Otoi lâche alors la bombe. Elle veut savoir quel genre de fille est Iroha. Apparemment, Iroha est venue la voir, souhaitant rejoindre son groupe de délinquantes et devenir comme elle. Otoi explique qu'elle a entendu dire qu'Iroha est une élève modèle, et c'est justement pour cela qu'elle veut en savoir plus sur elle. Akiteru lui demande alors si elle compte l'inviter à rejoindre leur club, mais Otoi répond qu'elle y réfléchit encore. Cependant, Otoi avoue qu'elle n'aurait pas d'autre choix que d'accepter Iroha dans le club si cette dernière la suppliait de l'y laisser entrer. Elle se tourne ensuite vers Ozuma pour connaître son avis, mais celui-ci reste silencieux, incapable de donner une réponse claire. Face à leur indécision, Otoi finit par les laisser seuls, leur conseillant de réfléchir à tout ce qu'elle vient de leur dire. Akiteru se tourne alors vers Ozuma et lui demande pourquoi il n'a pas pu répondre à la question d'Otoi. Ozuma admet qu'il ne comprend pas vraiment sa sœur, car ils ne sont pas proches. Il ajoute même qu'il peut se passer 2 mois sans qu'ils ne se parlent. En entendant cela, Akiteru commence à comprendre la situation familiale d'Ozuma, une distance froide, presque silencieuse, entre frères et sœurs. Toujours prêt à aider, Akiteru élabore aussitôt un plan. Il propose à Ozuma de passer chez lui après les cours pour voir de plus près comment vivent les deux. Après l'école, Akiteru accompagne donc Ozuma jusqu'à sa maison. Dès qu'il entre, il remarque que le salon est totalement vide. Ozuma explique qu'il ne s'en sert jamais, alors il n'a pas jugé utile de le meubler. Mais le choc vient lorsqu'il monte dans la chambre d'Ozuma. Le désordre y règne en maître. Des gadgets, des pièces électroniques et des câbles traînent absolument partout. Ozuma le prévient immédiatement de faire attention où il met les pieds.
sous peine de déclencher une colère monumentale s'il écrase quelque chose d'important. Akiteru, mi-amusé, mi-exaspéré, lui réplique qu'il devrait simplement ranger un peu sa chambre. Ozuma se défend en expliquant qu'il sait parfaitement où se trouve chaque objet et que ce désordre apparent n'en est pas un pour lui. Akiteru, malgré tout, ne peut s'empêcher d'être impressionné par toutes les inventions autour de lui, mais Ozuma balaie le compliment d'un revers de main, affirmant que n'importe qui pourrait en faire autant. Quelques instants plus tard, les deux s'installent pour jouer à un jeu vidéo. Après plusieurs défaites consécutives, Akiteru, un peu vexé, se lève en annonçant qu'il doit aller aux toilettes. Au moment où Akiteru sort de la chambre d'Ozuma, il révèle enfin la véritable raison de sa visite. Il n'est pas venu simplement pour jouer aux jeux vidéo, mais pour en apprendre davantage sur Iroha, la mystérieuse petite sœur d'Ozuma. Curieux, il s'approche discrètement de la porte de sa chambre pour écouter la conversation qu'elle tient à l'intérieur. Tellement absorbé par ce qu'il entend, il ne remarque même pas le moment où Iroha ouvre la porte. Surpris, il panique et, avant qu'elle ne puisse crier, il la saisit et la pousse doucement dans la pièce pour l'empêcher d'attirer l'attention. Il tente aussitôt de la calmer, lui expliquant d'une voix pressée qu'il n'est pas un mauvais garçon ni un intrus. Mais à peine la relâche-t-il qu'Iroha se retourne brusquement et lui assène une gifle magistrale en plein visage. Akiteru reste figé, essayant de se défendre et de justifier sa présence quand il remarque qu'Iroha reçoit un appel. Le nom sur l'écran l'a trahi. C'est Takebana, la chef du groupe de délinquantes. Iroha décroche et échange quelques mots rapides avec elle avant de se tourner vers Akiteru, le fixant froidement. Elle lui demande ce qu'il veut exactement d'elle et pourquoi il se mêle de ses affaires. Akiteru tente de lui expliquer qu'il n'agit pas par curiosité, mais par souci pour son frère. Il sait à quel point Ozuma a eu du mal à s'intégrer à l'académie et craint que la situation empire si sa sœur rejoint les délinquantes. Mais Iroha refuse toute aide, lui lançant sèchement qu'il n'est qu'un ami de son frère et qu'il ferait mieux de ne pas se mêler de ce qui ne le regarde pas. Déterminé malgré tout, Akiteru décide de mieux comprendre l'influence que Takebana exerce sur elle. Il apprend que la chef des délinquantes se produit souvent dans la rue lors de petits concerts improvisés. Malgré la chaleur étouffante, il part à sa recherche. Après une longue marche et plusieurs échecs, il finit par la repérer, guitare à la main, entouré d'une petite foule. Rassemblant son courage, il s'approche et l'appelle par son nom. Takebana se fige aussitôt, étonnée qu'un inconnu connaisse son identité. Soupçonneuse, elle le traite de harceleur. Mais Akiteru se dépêche de préciser qu'il est venu pour lui parler d'Iroha. Avant qu'il ne puisse en dire davantage, la fatigue le terrasse. Il s'effondre sur place, complètement épuisé par la chaleur. Un peu plus tard, ils finissent par reprendre la conversation dans un café, cette fois en présence d'Iroha elle-même, bien décidée à comprendre ce que cet étrange garçon cherche vraiment à faire. Akiteru conseille à Takebana d'envisager de renoncer à sa vie de délinquante pour redevenir une élève normale. Iroha prend sa défense, expliquant qu'Akiteru essaie de lui voler son rêve. Il s'avère que Takebana aime la musique. Akiteru se tourne alors vers Iroha et lui demande si elle ressent la même chose. Iroha hésite à répondre, partagée entre sa timidité et son admiration pour Takebana. Sous la pression d'Akiteru, Takebana intervient et explique qu'elle peut lire Iroha comme un livre ouvert. Elle révèle que la jeune fille s'intéresse à la musique, mais qu'elle est surtout fan de Takebana et de son assurance. Iroha admet qu'elle admire Takebana pour sa confiance en elle, ce qui éclaire enfin Akiteru sur la situation. Au fil de la conversation, Akiteru comprend qu'Iroha n'a jamais vraiment eu de hobby à elle, car leur mère était très stricte, la laissant en quelque sorte vide de passion personnelle. Saisie par cette révélation, Akiteru lui promet de créer un environnement où elle pourra s'épanouir pleinement. Après avoir réglé l'addition au café, Akiteru se dépêche de rentrer chez lui pour partager son idée lumineuse avec Azuma. Ils vont créer un jeu vidéo. Azuma s'occupe du matériel et de la programmation, tandis qu'Akiteru dessine les personnages et écrit l'histoire. Grâce à cette initiative née de son désir d'aider la sœur de son ami, Akiteru et Azuma parviennent à créer un jeu qui rencontre un succès fulgurant, marquant le début d'une aventure extraordinaire. Une fois qu'Ozuma et Akiteru ont terminé de mettre le jeu sur pied, ils invitent Takebana et Iroha à l'essayer.
Après avoir joué plusieurs parties, Akiteru demande à Takabana ce qu'elle pense du jeu. Au lieu de le complimenter, elle le critique ouvertement, affirmant que le jeu est moyen. Elle ajoute que la musique et les graphismes manquent de qualité, mais admet tout de même que le gameplay est captivant. C'est alors qu'Akiteru intervient, soulignant que le gameplay reste l'élément le plus important dans un jeu. Il cite en exemple les jeux auxquels il jouait plus jeune, expliquant que ce qui les rendait mémorables, c'était leur plaisir de jeu, pas forcément leur beauté visuelle. Selon lui, leur vraie force réside dans la passion qu'ils mettent à donner vie à leur création. Puis, sans prévenir, il lâche une bombe. Il demande à Takabana et Iroha si elles seraient intéressées à travailler sur le jeu avec eux. La nouvelle les surprend énormément. Takabana hésite, déclarant qu'elle ne peut pas trahir Atoa, leur chef de groupe. Mais Akiteru la rassure, lui expliquant qu'il a déjà obtenu l'accord d'Atoa avant de venir la voir. Soulagé, Takabana accepte de composer la musique du jeu, mais contre toute attente, Iroha refuse l'offre. Elle s'enfuit brusquement de la pièce, évitant toute explication, et Akiteru se lance à sa poursuite, sans parvenir à la retrouver. Soudain, il entend plusieurs voix provenir du coin du bâtiment. En s'approchant, il découvre Iroha, qui imite plusieurs voix à la fois, comme si plusieurs personnes parlaient ensemble. Choqué, Akiteru s'avance, mais Iroha se cache derrière un banc, honteuse. Elle lui avoue que les gens trouvent ça effrayant quand ils découvrent qu'elle sait imiter d'autres voix à la perfection. Akiteru admet qu'il a été un peu déstabilisé au début, mais qu'il est désormais fasciné. Iroha finit par s'asseoir, curieuse de savoir ce qu'il veut lui dire. Il lui explique qu'il a été impressionné par son talent, avouant qu'il croyait réellement qu'il y avait 3 personnes en train de discuter, avant de comprendre que c'était juste elle. Il lui confie que son don l'a complètement conquis, ce qui éclaire aussitôt le visage d'Iroha. Elle minimise son talent, expliquant que ce n'est rien d'extraordinaire, juste un passe-temps pour s'occuper. Puis, elle révèle qu'enfant, elle aimait imiter les personnages d'anime. Mais sa mère, en la surprenant un jour, a complètement perdu son sang-froid et lui a interdit de recommencer. Pour s'assurer qu'elle obéisse, elle lui a retiré toutes les choses amusantes qu'elle aimait faire. C'est pour cette raison qu'Iroha a toujours eu tendance à obéir aveuglément à sa mère. Elle y a été habituée depuis longtemps. Elle demande alors à Akiteru s'il fait du théâtre ou quelque chose du genre, mais il répond que non. Il lui explique que sa mère est maquilleuse pour actrice et qu'un jour, il l'a accompagnée sur un tournage. Grâce à cette expérience, il a pu observer le monde du jeu d'acteur de près et il lui assure que son talent est digne d'une véritable professionnelle, ce qui fait rougir Iroha jusqu'aux oreilles. Cependant, Akiteru comprend très bien qu'Iroha n'ose pas désobéir à sa mère. Elle a besoin que quelqu'un la pousse à faire un choix, quelqu'un qui l'oblige à franchir le pas qu'elle n'arrive pas à faire seule. C'est alors qu'il réalise pourquoi elle avait accepté de rejoindre les délinquants. Elle espérait, inconsciemment, que leur influence l'aiderait à se libérer de sa mère. Ayant saisi cela, Akiteru lui dit qu'il est prêt à la forcer à prendre cette décision, à la guider malgré elle. Cette déclaration, teintée de détermination et de bienveillance, fait fondre Iroha, qui rougit encore plus. Puis, voyant à quel point elle aime jouer la comédie, Akiteru lui propose officiellement de travailler sur le jeu avec lui. Il la rassure. Ils prendront toutes les précautions nécessaires pour que sa mère ne découvre jamais son implication. Iroha, stupéfaite, lui demande pourquoi il fait tout cela pour elle. Il lui répond calmement qu'il agit parce qu'elle est la sœur de son ami, et rien de plus. Mais au fond d'elle, Iroha sent naître une chaleur nouvelle, celle d'avoir enfin trouvé quelqu'un en qui elle peut avoir confiance, quelqu'un auprès de qui elle se sent en sécurité. Souriante, elle lui dit qu'elle a hâte de travailler avec lui. Quelques jours plus tard, Iroha frappe à la porte d'Akiteru. Dès qu'il ouvre, elle le taquine sans retenue, prétendant qu'il s'intéresse à son corps. Pris de court, Akiteru, un peu agacé, lui dit qu'il laissera la porte ouverte si cela peut la rassurer. Une fois entrée, il lui propose une boisson, mais elle continue de le provoquer, insinuant qu'il pourrait y glisser quelque chose. Soudain, son regard se pose sur plusieurs livres étalés sur le lit. Akiteru lui explique qu'il les a achetés pour qu'elle puisse s'entraîner et que ces ouvrages resteront chez lui afin que sa mère ne les découvre pas. Iroha le soupçonne de prétexter cela pour l'obliger à venir chez lui tous les jours, mais Akiteru ne relève pas. Ainsi, ils commencent à travailler ensemble régulièrement.
Akiteru lui fait même suivre des exercices physiques pour renforcer sa voix et l'aider à développer jour après jour. Akiteru la fait pratiquer en imitant des doublages d'animes en mode muet pour qu'elle gagne en confiance et en fluidité. Rapidement, le talent dormant d'Iroha commence à éclore et son jeu d'actrice devient de plus en plus naturel. Peu après, Atwa les invite dans son studio tout juste terminé, installé à l'intérieur d'un entrepôt. Elle révèle qu'elle a convaincu ses grands-parents de lui verser une partie de son héritage très tôt, ce qui la laisse bouche bée Akiteru, car ils ne s'attendaient pas à ce qu'elle aille aussi loin. Atwa est elle-même stupéfaite en apprenant qu'Iroha sera la voix de tous les personnages. Au départ, elle avait des doutes, mais Iroha les a rapidement dissipés en montrant son talent. Ainsi débute la carrière secrète de doublage d'Iroha, connue seulement d'Akiteru, d'elle-même et d'Atwa. Plus tard, Iroha remercie Akiteru pour l'opportunité qu'il lui a donnée, car sans lui, son talent serait resté inexploité. Elle raconte également avoir parlé pour la première fois avec son frère, le décrivant comme un type ennuyeux qui ne s'amuse que lorsque Akiteru est présent, soulignant à quel point Akiteru compte pour eux. Akiteru lui offre alors un casque tout neuf, et comme elle ne pourra pas l'utiliser chez elle, il lui donne une clé de son appartement, lui permettant d'y aller quand elle le souhaite. Aujourd'hui, Iroha explique qu'elle a conservé cette dynamique depuis. Akiteru la félicite pour son talent exceptionnel et lui demande comment ça se passe chez elle. Elle répond que rien n'a changé, ce qui explique pourquoi elle continue de venir régulièrement. Il demande des nouvelles de Takebana et Iroha raconte qu'elle travaille maintenant pour un professionnel qui a reconnu son talent, ce qui l'a menée aux États-Unis. Enfin, Iroha dit à Akiteru qu'ils lui doivent tous quelque chose et qu'il lui suffit d'accepter leur gratitude. Elle s'avance alors vers lui et le serre dans ses bras par derrière, et Akiteru lui demande enfin de devenir son amie, et plus seulement la sœur de son amie. Plus tard, Iroha se trouve sous la douche, repensant à l'invitation d'Akiteru pour une sortie avec le reste de l'équipe. Elle est presque certaine que personne d'autre que Mashiro ne sera présent, car son instinct féminin lui crie haut et fort que Mashiro éprouve des sentiments pour Akiteru. Pour éviter que Mashiro ne lui vole Akiteru, elle décide d'accepter l'invitation et de garder un œil sur lui. Peu après, Akiteru arrive à l'endroit convenu, et comme elle s'y attendait, seuls Mashiro et Iroha sont là pour la sortie. Iroha ne perd pas une seconde et s'accroche au bras d'Akiteru, voulant qu'il ressente la douceur de sa poitrine. Mashiro, refusant d'être mise de côté, s'empare de l'autre bras d'Akiteru. Sans la moindre gêne, elle lui déclare que si Iroha a le droit de le tenir, elle a le même droit qu'elle. Réalisant qu'il n'a pas vraiment le choix, Akiteru propose alors d'aller voir un film. Une fois sur place, une dispute éclate entre les deux jeunes femmes sur le choix du film. Mashiro veut voir un film triste, tandis qu'Iroha penche plutôt pour un film d'action. Au milieu de leur querelle, Mashiro apprend qu'Iroha passe souvent du temps dans la chambre d'Akiteru à regarder des films, et elle en perd presque ses moyens. Akiteru comprend vite que les deux filles risquent de se liguer contre lui et de l'insulter pour son manque total de compréhension du cœur féminin. Pour éviter cela, il propose une solution diplomatique. Elles décideront par un jeu de pierre-feuille-ciseaux. Iroha l'emporte et elles sont donc obligées d'aller voir un film d'action. Une fois la séance terminée, ils s'installent pour boire un verre et se détendre. Peu après, Iroha dit qu'elle doit s'éclipser un moment et suggère à Mashiro de venir avec elle, mais cette dernière refuse. Pendant qu'Iroha s'absente, Mashiro et Akiteru discutent tranquillement, jusqu'à ce que deux filles de l'ancienne école de Mashiro fassent soudain leur apparition. Les deux filles ne perdent pas de temps à montrer à quel point elles sont vulgaires, se moquant de Mashiro et lui disant qu'elle a enfin trouvé un petit ami idiot. Le passé traumatisant de Mashiro la rend muette, incapable de répondre, et c'est alors qu'Akiteru prend la parole pour lui venir en aide. Il se lève et, d'une voix ferme et autoritaire, ordonne aux filles de la fermer et de déguerpir, car leurs voix sont aussi agaçantes que le bourdonnement de moustiques. Les filles essaient de jouer les dures, prétendant qu'elles ont un type costaud pour les protéger. Mais Akiteru réplique calmement que lui aussi a du monde derrière lui. Sa confiance et son ton sûr finissent par les effrayer, et elles s'en vont, vexées et humiliées. Une fois les filles parties, Akiteru tente de réconforter Mashiro, mais celle-ci s'enfuit brusquement. Iroha arrive à ce moment-là et dit à Akiteru qu'il doit vite la retrouver. Akiteru décide de chercher à l'étage pendant qu'Iroha explore le rez-de-chaussée.
Après plusieurs minutes de recherche, Akiteru réfléchit aux endroits où Mashiro pourrait s'être réfugiée. Soudain, il aperçoit l'affiche du film triste dont elle parlait plus tôt, et il comprend qu'elle a dû aller le voir. Comme il le soupçonnait, il la retrouve dans la salle de cinéma, fixant l'écran en silence. Mashiro lui demande pourquoi il est venu, et il répond qu'il est là pour regarder le film, mais elle le traite de harceleur. Elle finit par s'excuser de toujours l'insulter, mais Akiteru lui dit qu'il n'en prend pas ombrage, tant que cela lui fait du bien. Mashiro lui confie alors l'origine de son harcèlement. Autrefois, elle avait commencé à écrire un roman pour fuir la réalité, car elle ne se sentait à sa place nulle part. Un jour, les filles ont découvert son manuscrit et l'ont montré à tout le monde, ce qui a marqué le début de ses jours les plus sombres. Akiteru lui raconte alors qu'il connaît un romancier professionnel qui, comme elle, écrit pour échapper à la réalité. Il ajoute qu'il est un grand fan de cet auteur, et lorsque Mashiro entend le nom, elle semble bien le connaître aussi. Akiteru lui explique à quel point le livre l'avait captivé, justement parce qu'il brise les frontières entre rêve et réalité. En parlant de ce roman, la conversation entre eux devient plus fluide, plus intime. Akiteru finit par briser la barrière qu'elle s'était construite en lui caressant doucement la tête. Peu à peu, il parvient à la sortir de sa coquille, lui assurant qu'elle peut désormais compter sur lui et suivre son rythme. Peu de temps après cela, Akiteru envoie un message à Hiroa pour lui dire qu'il a retrouvé Mashiro. Hiroa lui répond qu'elle se trouve dans la zone de repos. Akiteru et Mashiro s'y rendent et découvrent Hiroha en pleine conversation avec les deux filles qui avaient harcelé Mashiro. Mashiro, paniquée, se cache immédiatement derrière Akiteru, persuadée qu'Hiroa fait partie du même groupe. Mais Akiteru l'encourage à observer la scène avant de tirer des conclusions. Hiroa rit avec les deux filles, jusqu'à ce qu'elles changent soudainement de ton pour leur lancer des insultes cinglantes, les traitant de minables pour s'en être prises à Mashiro. Les deux harceleuses essaient de riposter, mais Hiroa fait appel à ses talents de doubleuse. Elle modifie sa voix, la rendant grave et terrifiante, ce qui glace le sang des deux filles. Sa voix est si effrayante qu'elles tombent à genoux, tremblantes, mais Hiroa n'en a pas encore fini. Elle les menace de leur refaire le visage à coups de poing. Elle s'apprête même à frapper l'une d'elles lorsque Akiteru intervient juste à temps pour l'arrêter. Il rappelle alors aux deux filles ce qu'il leur avait dit plus tôt, qu'il avait effectivement des gens effrayants dans son camp. La démonstration d'Hiroa suffit à leur faire comprendre la leçon. Akiteru les avertit. Il ne veut plus jamais les voir rôder autour de Mashiro. Terrifiés, les deux acceptent poliment et s'enfuient en courant. Une fois la situation réglée, Hiroa remercie Akiteru d'être arrivé à temps, avant que son masque de fausse confiance ne s'effondre. Mashiro s'avance alors vers Hiroha pour la remercier sincèrement de l'avoir défendue. Contre toute attente, les deux jeunes filles deviennent amies au lieu de rester rivales. Un peu plus tard, Akiteru rencontre son oncle, qui le félicite pour les progrès qu'il a accomplis avec Mashiro. Contre toute attente, l'oncle révèle qu'il sait déjà qu'Hiroa est la comédienne de doublage du groupe d'Akiteru. Il lui promet cependant de garder le secret, ajoutant que le mystère rend toujours les choses plus intéressantes. Curieux, il demande ensuite si Hiroha est sa petite amie, mais Akiteru le rassure. Il n'y a rien de romantique entre eux. Quelques nuits plus tard, Mashiro, incapable de contenir plus longtemps ses sentiments, finit par envoyer un message audacieux à Akiteru. Comme d'habitude, Akiteru et Hiroa se chamaillent dans sa chambre lorsque le message arrive. Pensant que ce n'est rien d'important, Akiteru l'ouvre, sans se douter qu'Hiroa l'observe par-dessus son épaule. Mais le message est tout sauf anodin. Il contient la déclaration d'amour de Mashiro, avouant à Akiteru à quel point elle l'aime.